Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde. Ce soir, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Hélène et Benoît Berge, parents de Charles, un enfant dont la vie a bouleversé la leur, mais qui leur a aussi révélé une profondeur insoupçonnée de l'amour et de l'espérance. À travers leur livre, Charles, quand l'amour déborde, ils livrent un témoignage bouleversant sur leur parcours de parents, leur cheminement marqué par les combats, la fragilité, mais aussi une confiance inébranlable dans la vie. À travers leur expérience et le témoignage qu'ils vont nous donner ce soir, nous allons explorer ensemble des questions essentielles. Que signifie espérer quand tout semble incertain? Comment affronter l'inattendu et dépasser la peur pour entrer dans une relation d'amour pleine et entière? Comment transformer l'épreuve en source de vie et de croissance? Nous réfléchirons également à la manière dont le regard de la société influe sur cette expérience et comment, au cœur des difficultés, peut jaillir une lumière insoupçonnée. Ce moment d'échange se veut sincère, authentique et profondément porteur d'espérance. Que vous soyez parents, proches aidants ou simplement en quête de sens, cette rencontre est une invitation à poser un regard nouveau sur la maladie, le handicap, la différence au sens large. Madame et Monsieur Berge, merci d'être venus ce soir. Merci d'être là ce soir. Merci Alix pour ta présentation. Avant d'aborder le cœur du sujet, nous aimerions un petit peu plus vous connaître. Est-ce que monsieur, vous pourriez présenter madame? Est-ce que madame, vous pourriez présenter monsieur, s'il vous plaît? Bon, tu peux m'appeler Benoît et tu peux l'appeler Hélène parce que là, ça nous vieillit d'un coup. Et voilà, ça sera plus sympathique, je pense. Tu veux commencer? Non, je te laisse. Bon, déjà, merci beaucoup de nous recevoir ici. On est ravis avec Hélène d'avoir pu faire le déplacement, d'être si bien reçus. Merci pour la présentation aussi de l'ICES. On a fait un petit tour au préalable. Et puis on a pu partager un moment avant de vous rejoindre avec un petit peu de retard, pardonnez-nous. Où on a pu découvrir ce lieu et source d'inspiration pour nos futurs enfants, pourquoi pas. Donc, alors j'ai bien parlé, mais je te propose de me présenter du coup. Ça me permettra de m'inspirer pour te présenter ensuite. Ah, tu veux que je te présente? Vas-y, commence. Du coup, Benoît. Benoît Berge, tu as 33 ans, tu es notaire à Tours et tu as 5 enfants. Et voilà, avec moi. Que dire de plus? Qu'est-ce que tu veux que je dise de toi? C'est tout. Et donc, Hélène, donc, mon épouse, nous sommes mariés donc, depuis maintenant, il ne faut pas que je fasse d'erreur, 13 ans? Non, 12 ans, c'est ça? 13 ans? 12. Et la mère de nos 5 enfants, Hélène est la femme la plus extraordinaire que je connaisse. Je suis très amoureux et c'est une artiste et une personnalité pleine de richesse auprès de laquelle je suis heureux de vivre chacune de mes journées. Est-ce que vous pouvez... Là, c'est hyper fort. Pardon. Est-ce que vous pouvez raconter la genèse de votre histoire, s'il vous plaît? Je commence? Eh bien, nous aussi, on était étudiants, voilà. Alors, pas à l'ICES, mais on était, même avant d'être étudiants, on était adolescents.
Et Benoît et moi, nous étions dans le même orchestre au conservatoire de Caen, précisément en Normandie. Et c'est avec la joie de nos instruments que nous avons pu nous rencontrer. Voilà. Et du haut de nos 16 ans, donc des enfants presque. Et voilà. Et puis voilà, on a eu la chance de se rencontrer et de parcourir, de cheminer ensemble jusqu'à notre mariage en 2013. Voilà. Et si tu veux rajouter. Oui, Hélène, c'est la première personne auprès de laquelle j'ai osé briser la timidité. Enfin, je dis j'ai, mais c'est plutôt toi qui es venu vers moi. On a dépassé nos craintes pour oser s'aborder l'un l'autre. Et puis de là, dès ce jour de notre rencontre, j'ai su que Hélène était la femme de ma vie. Il n'y avait aucun doute. Alors même que nous étions quand même relativement jeunes, et il en était de même pour toi. Et effectivement, cet amour qu'on on a porté dès notre plus jeune âge nous a profondément marqué dans notre cheminement, puisque certains d'eux, presque déjà fiancés dans nos cœurs, il a fallu patienter quand même, faire un peu nos preuves aussi également vis-à-vis de nos parents, de nos familles, gagner sa croûte aussi, pour parvenir à nous marier, ce qui est arrivé lorsque, en troisième année d'études supérieures, pour chacun de nous deux, à 20 ans. Donc, c'était un petit peu dur au début, mais nous étions voilà, les plus heureux du monde. Et puis, voilà. Merci beaucoup. On sait que chaque famille a son chemin, que le chemin est parfois imprévisible même. Quel serait le maître mot de votre famille ? Il aurait fallu nous poser la question avant. L'abandon ? Le rire. Oui, j'avoue, oui, le rire. C'est vrai Quand j'ai rencontré Benoît le premier jour où j'ai osé t'adresser la parole, la première chose que tu m'as dit qu'est-ce qu'on se marre ici, histoire de me mettre bien à l'aise. Donc ça a commencé sous de bons auspices. Oui, c'est vrai que l'humour et le rire est au cœur de de la maison, de la famille. Et c'est vrai qu'on n'en manque jamais une occasion pour rire de toute situation. Voilà, pas, sans se moquer, mais de rire avec voilà, de la vie, du quotidien, et finalement de rendre léger les choses qui parfois peuvent sembler difficiles ou compliquées. Voilà. Pour mieux comprendre votre parcours et entrer dans l'intimité de votre histoire et se plonger davantage dans votre vie, pouvez-vous nous présenter qui se cache derrière votre famille ? Alors, derrière notre famille, pardon, nous avons eu la chance d'accueillir petit à petit, au fil des ans, d'abord trois filles, donc Inès, qui aujourd'hui a 11 ans, puis Angèle, qui a 10 ans, et ensuite Joséphine, qui a 7 ans. Enfin, je ne me suis pas trompé. Et nous avons ensuite deux garçons, un petit Charles, que vous voyez donc ici, qui a 4 ans, et enfin un petit Clément, voilà, qui a 2 ans. Donc une famille de 5 enfants pour nous qui avons tous deux 33 ans. Voilà. On s'ennuie pas. On sait que vous avez dans votre famille le petit Charles qui a sa petite particularité. Et quand vous avez appris le diagnostic de Charles, quel a été votre premier ressenti individuellement et comment avez-vous traversé cette épreuve à la fois en tant que couple,
mais aussi en tant que famille. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien sa maladie, comment elle se manifeste au quotidien? Euh, hmm. Eh bien, nous, on s'est préparé à accueillir notre quatrième enfant comme nos aînés, enfin nos trois premiers, donc avec l'insouciance totale de la vie. Et arrive ce jour de la donc, deuxième échographie, dite morphologique, où voilà, on pousse les examens pour voilà, voir s'il n'y a pas d'anomalie ou de problème sur le fœtus. Et donc cette journée-là, moi j'étais toute seule, toi tu étais à Chinon en train de bosser. Mais voilà, j'y allais, comment dire, le cœur léger comme toujours. Et donc l'examen a commencé et très rapidement l'échographe a interrompu l'examen parce qu'elle elle savait que potentiellement tu pouvais me rejoindre. Donc elle m'a demandé voilà, est-ce qu'on peut interrompre et puis attendre que Benoît arrive pour qu'on puisse continuer ensemble, ce que j'ai trouvé très délicat de sa part. Donc une autre patiente est passée après du coup. Et puis tu es arrivée et donc elle a repris l'examen avec nous deux. Et donc c'est là qu'on a compris pourquoi elle avait interrompu cet examen pour nous évoquer ce qu'elle avait aperçu sur les images, et à savoir des malformations sur notre bébé et puis une absence de mouvement aussi. Et donc avec toute sa délicatesse, elle a évoqué ces choses en nous montrant les images, même si c'était difficile pour nous de voir et en même temps d'entendre. Et c'est vrai que là, c'est un peu le choc frontal parce qu'on ne s'y attend jamais. Et je pense qu'on a l'un et l'autre reçu cette annonce différemment. Je te laisserai évoquer la tienne, mais c'est étonnant parce que moi, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu ça comme un choc, mais plutôt, mais je pense que c'est un syndrome maternel que dans les moments d'urgence et d'épreuve, on est focus sur le problème et on laisse à côté, comment dire, l'émotion. Et tout de suite, je me suis projetée dans le. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, quelle est la suite, quoi. Et en revanche, toi, ça a été un peu différent. Oui, alors Charles, bah, c'est notre premier garçon, donc nous le savions préalablement lors de la précédente échographie. Donc c'est vrai que premier garçon, on s'imagine surtout quand... enfin, moi, je suis assez sportif, donc j'imagine déjà plein de projets avec mon fils, plein d'aventures à deux, et donc c'est une immense joie après trois filles, d'accueillir ce garçon. Et on y idéalise beaucoup. Et lorsque donc, je découvre dans cette petite pièce confinée ces images, donc je vois donc les membres raidis en angle droit, enfin, voilà, avec des malformations qui sont stupéfiantes. C'est vrai que c'est un choc pour moi. D'autant que l'échographiste ne peut pas nous en dire plus parce qu'elle-même n'en sait pas plus. Et donc, c'est de la stupéfaction. Et je sens que j'étouffe. Je sors de cette pièce. Et, et là, bon, donc, je m'écroule pendant quelques instants. Je tombe dans les pommes. Voilà. Donc, moment de faiblesse. Et donc, vient ce moment où, en fait, on réalise que c'est pas chez les autres, mais en fait, c'est chez nous que voilà, une épreuve comme celle-ci vient toquer à la porte. Et ça, alors qu'on vient la fleur au fusil, on s'y attend pas du tout. Et donc, je nous vois, voilà, on était venus en vélo tous les deux, chacun de son côté. Et je nous vois en train de pleurer devant ce bâtiment gris et un peu froid
et en disant, voilà, en fait, on n'a pas beaucoup de mots à ce moment-là. Si, le premier qu'on s'est dit, c'est pourquoi nous, en fait. Ah oui, ça, c'est ça. En fait, comme tu dis, c'est toujours chez les autres, mais une fois que c'est chez nous, on se dit, mais en fait, du coup, on regarde chez les voisins, on dit, mais pourquoi pourquoi c'est moi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça les premières questions qu'on s'est dites. Oui, d'autant que donc, à ce stade, finalement, voilà, se présente devant nous un handicap avec des éléments visuels, à savoir donc pas de mouvement de notre enfant et des membres raides en angle droit avec les... On voyait pas les mains aussi. Voilà. Donc, en fait, on doit se préparer à tout. Voilà, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, en fait. Et donc, voilà, C'est que du coup, la suite de la grossesse a continué comme ça, avec ce gros point d'interrogation sur ce qui nous attendait. Et comme de toute façon, il n'y avait aucun diagnostic qui était posé, eh bien, on nous a et on s'est préparé à tout, donc à rien, puisqu'en fait, on nous évoquait toutes les trisomies possibles de la 13, 18, 21 et toutes les maladies neuromusculaires. Il y en a autant que le nombre d'étoiles. Donc en fait, on n'a rien éliminé jusqu'à la naissance. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un petit peu nous expliquer comment se manifeste au quotidien la maladie de Charles? Alors, peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être évoquer en amont finalement ce cheminement jusqu'à sa naissance. Je pense que ça serait intéressant. En fait, avant d'accueillir Charles, il y a eu déjà un mois, voilà, un peu je pense comme toute nouvelle difficile qui est reçue, quelle qu'elle soit, il y a une période d'abord un peu d'incubation où voilà, on se prend une gifle, comme on l'a expliqué, et puis est venue une période pendant un mois où on encaisse, et puis on en vient petit à petit à un cheminement où on se dit voilà, maintenant il faut avancer, la vie continue. Et puis cette vie, elle est précieuse. C'est le fruit de notre amour. Et, donc, petit à petit, on en est venu, un mois après cette nouvelle, à une phase de profond apaisement, où on a laissé toutes ces inquiétudes qui venaient nous contrarier précédemment, pour voilà, cheminer petit à petit vers cette rencontre avec notre fils. Et voilà, c'est vrai que c'était une période qui était peu évidente, parce que c'est difficile de réussir à prendre du recul, mais on a senti une vraie paix intérieure, peut-être qui était provoquée aussi par toutes ces personnes qui nous soutenaient. On a parlé ensemble précédemment des équipes Notre-Dame dont on fait partie, et c'est vrai qu'on a senti un vrai on s'est senti vraiment porté par nos équipiers Notre-Dame dans la prière, et voilà, ça nous a vraiment aidé à être prêts pour ce moment de la rencontre. Voilà. Parce qu'à ce stade, finalement, on ne sait pas encore vraiment, il n'y a pas de diagnostic précis, on ne sait pas même si mentalement, ou voilà, on se prépare à tout. Oui, et puis donc à la naissance de Charles, jusqu'au bout, hein, on espère que tout ce qu'on voit, c'est faux. On espère pas un miracle, mais que tout ce qu'on a vu est un mauvais rêve. Et en fait, on accueille Charles tel qu'on le voyait sur les images. Finalement, on le connaissait presque un petit peu déjà. Et donc, il a fallu voilà aussi que nos yeux s'adaptent aussi à son petit corps tout raide, tout grippé, d'où le nom de sa pathologie, l'arthrogrypose, qui a été diagnostiquée à 3 jours de naissance, à 3 jours de vie. Et
Et du coup, voilà, c'est d'abord des premières journées où on fait connaissance aussi avec ce petit bonhomme. Et aussi avec tout cet univers médicalisé, je pense qu'on n'avait pas forcément beaucoup préparé, je pense, dans nos cœurs aussi. Aussi à accepter le terme handicap aussi sur notre enfant. C'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas mentionné ensemble aussi, je pense, jusqu'à la naissance. Et, et du coup, l'arthrogrypose, donc pour Charles, c'est une maladie qui est neuromusculaire congénitale. C'est-à-dire ce n'est pas une maladie qui est évolutive, mais enfin pas dégénérative en tout cas. Et on peut améliorer l'état initial. Et donc Charles, il a 4 ans, donc maintenant, au bout de 4 ans, on est quand même bien rodé sur la prise en charge et les rendez-vous qui sont encore aujourd'hui toutes les semaines. Et tu me demandais, est-ce que concrètement, tous les jours, c'est ça, c'est ce que tu me demandais, impliqué, comment ça se manifeste? Oui, la raideur musculaire. Oui, Charles n'a pas de muscles dans les bras, ni dans les épaules, ni dans les mains. Donc en fait, je vous fais pas de dessin, mais si vous n'avez pas de bras, si vous tombez sur la tête. Donc déjà, il y a un vrai danger de fracture, de traumatisme. Et au-delà de ça, il y a les membres inférieurs aussi qui sont atteints avec une faiblesse musculaire. Charles ne devait pas marcher. Et puis, il a décidé d'être plus grand pour l'arrivée de son petit frère. Donc la veille de la naissance de son petit frère, il s'est mis debout et il a marché. Voilà, ça c'était une belle journée. Et voilà, cas un cas, hein, c'est pas une marche comme vous et moi, hein, c'est un petit peu démarche pingouin, on va dire. Il commence à trotter, donc ça c'est aussi une grande victoire pour lui. En fait, Charles, c'est des multiplications de victoires, de petites victoires. Pour un enfant normal, c'est anodin. Pour Charles, c'est un pas de géant. Et donc au quotidien, Charles, il vit comme un aveugle ou un sourd ou un muet, c'est-à-dire qu'il compense tout ce qu'il ne peut pas faire par une autre gestuelle. Par exemple, pour poser une main sur la table, vous et moi, vous allez poser votre main sur la table. Charles, il ne peut pas, donc il va lancer son bras sur la table avec la force de son dos. Donc c'est tout un travail de compensation de tous ses membres pour réussir à faire la même chose, mais différemment. Donc c'est aussi une capacité d'adaptation à toutes les difficultés, à tout le quotidien, avec la bataille de l'autonomie pour lui, pour toute sa vie finalement. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la différence est souvent vue négativement, parfois comme une forme de déviance. Ressentez-vous une crainte face au regard et au jugement de la société sur Charles? Et pensez-vous que notre société constitue un obstacle à ses rêves et à son épanouissement? Ce qu'on pourrait vous témoigner, c'est peut-être lorsque on a accueilli Charles et qu'il était tout petit, c'est vrai que ça a pu être dur ce début, cette rencontre, mais peut-être pas tant pour nous, mais peut-être plutôt à cause du regard qui était porté sur Charles et qui aussi était porté sur nous. Donc Charles a connu une période en néonatologie, donc avant de rentrer à la maison. Et c'est vrai que ces regards presque un petit peu avec du jugement de la part du corps médical, oui, a pu être difficile. Je pense par exemple à ces questions maladroites, vous le saviez? Ou encore en train de changer le linge, pauvre Charles, t'as pas choisi. Voilà. Donc c'est des choses qu'on n'a pas mis dans notre témoignage parce que c'est si on les a eu. Bon, enfin, en tout cas, on les a mis, mais c'est sensible parce que on ne sait pas dans quelle main notre livre peut tomber. Et le but, c'est pas de rendre des comptes, mais plutôt rendre compte de la petite subtilité de aussi l'accueil du handicap encore aujourd'hui
dans les familles qui font ce choix aussi, que de l'accepter finalement, la vie telle qu'elle est. Voilà, mais donc effectivement, on a cette confrontation avec des personnes qui portent un jugement, mais on a aussi eu la chance de faire des très belles rencontres avec des personnes engagées pour le handicap à travers leur profession et qui nous ont permis voilà, aujourd'hui de faire progresser d'autres fils avec à nos yeux presque des miracles. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Si. Donc j'ai oublié les termes initiaux. Tout au long de votre parcours et même votre vie en général, vous avez traversé des épreuves diverses et variées. Et vous avez sans doute traversé des grands moments de joie, des grands moments aussi de doute et parfois de difficulté. Est-ce que dans ces moments-là, votre foi a été une boussole, peut-être une bouée, un soutien et quel rôle a-t-elle joué dans votre manière d'affronter les défis et de prendre des décisions et qui parfois pouvaient être essentielles pour votre famille ? Vaste question. Déjà, je pense qu'on a, dès le départ, on n'a pas reçu la même chose, la même, comment dire. Moi, je viens pas d'une famille pratiquante, donc j'ai découvert, j'ai redécouvert la foi. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, mais après, ça a été un vide abyssal à la maison. Donc j'ai redécouvert la foi en te rencontrant, Benoît, parce que tu étais enfant de cœur. Voilà. Entre autres, non, mais voilà. Je t'ai emmené au scout. Oui, tu m'as emmené au scout. Voilà, j'ai mis un pied dans les guides. Non, mais voilà, ça a été un petit cheminement intérieur personnel où je me suis dit, en fait, je me souviens surtout d'une fois où, à Caen, j'étais rentrée dans l'église Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent. Et puis là, je me suis dit, en fait, j'ai pas eu de voix ou de choses, d'illumination, mais en fait, c'était beaucoup plus serein. Mais je me suis dit, en fait, oui, c'est ça. En fait, Seigneur, vous êtes là. En fait, vous avez été en veille, mais en fait, vous êtes vraiment bien là. Et donc, dans notre parcours, de couple et de parents, au moment de toute cette attente de la grossesse de Charles, c'est amusant parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé cette veille, parce qu'en fait, on avait, c'était difficile pour nous de vraiment prier à ce moment-là. Et je pense qu'on a surtout été portés par la prière des autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prier pour les personnes qui peuvent avoir ce type d'épreuves dans vos familles. Parce que on est, je pense, je sais pas, vidé intérieurement, ou notre énergie est pompée par l'inquiétude et l'angoisse. Et c'est vrai que je pense que notre sérénité et l'abandon qu'on a pu avoir à ce moment-là, il est le fruit vraiment de la prière des autres à ce moment-là. Parfois, même nous, à notre échelle, on sait à quel point quelques mots peuvent résonner en nous et prendre sens en nous accompagnant dans des moments forts. Avez-vous une parole ou un passage de la Bible qui vous accompagne particulièrement, et qu'est-ce que ce passage représente pour vous ? Tu me laisses parler au moment le plus technique, là. Moi, s'il y a un passage dans la Bible qui m'interpelle, je pense que ce serait celui la parabole des fondations qui sont construites sur le roc. Et je pense que c'est une belle allégorie, une image de
de l'amour qu'on a petit à petit construit tout au long des années et enraciné aussi dans la foi, avec nos cheminements qui convergent l'un vers l'autre et qui nous ont permis en fait, de dire oui, d'être prêts au moment où cette adversité s'est présentée, à toquer à notre porte. Et toi ? Ce serait trop facile de dire moi aussi. Moi, je suis très, très, très émue par les psaumes. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, si je ne me trompe pas, le psaume 22, le psaume 22, c'est bien « Le Seigneur est mon berger ». Pas mal. Quand la vie nous met à l'épreuve, souvent on a cette phrase comment garder espoir face aux difficultés et comment trouver la force d'avancer quand on a l'impression que parfois tout notre monde s'écroule sous nos pieds. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment en particulier où vous avez eu envie de tout lâcher, de tout abandonner, et qu'est-ce qui vous a permis de vraiment garder l'espérance et trouver la force dans les épreuves? Tu me laisses parler? Si je devais tout de suite mentionner une épreuve, c'est celle de la néonatologie pour moi. Je pense que c'est la pire épreuve de toute ma vie que j'ai pu vivre. En soi, c'est un mois. Ça a duré un mois où Charles était hospitalisé, entre guillemets, de force. Parce que voilà, c'était de la contemplation de la part du corps médical sur une pathologie qu'il ne connaissait pas. Donc c'était un peu un étendard pour l'établissement. Je m'arrêterai là. Mais voilà, pour moi, ça a été une terrible épreuve de solitude et voilà, d'incompréhension et d'abandon finalement face au handicap qui nous a giflés, avec tout ce que ça implique dans les démarches administratives, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des gros moments de solitude, comme on dit, notamment la nuit en néonatologie où on est tout seul dans un service où c'est des alarmes nuit et jour, avec autour de vous des nourrissons qui sont entre la vie et la mort, ce qui n'était pas le cas de Charles, hein. Il allait très bien en soi. Mais voilà, c'est une ambiance qui est très particulière. Et puis voilà, la nuit, vous êtes aussi, comment dire, entre guillemets, rongé par les idées qui sont angoissantes. Je suis maman de 4 enfants, dont un qui vaut, on va dire, comme 2 pour 2. Je ne sais pas s'il pourra parler, je ne sais pas s'il pourra marcher. J'ai 3 aînés à la maison. Qu'est-ce que je fous là? Ça, c'est ce que je me suis posé souvent comme question, avec un corps médical qui n'est pas du tout compatissant, etc. Et il y a eu vraiment de nombreuses fois où j'ai rêvé de m'évader, de prendre Charles sous le bras pour retrouver la maison, etc., de retrouver les enfants. Parce que, bon, après, dans le contexte, c'était le Covid, etc. Donc, pareil, je ne vous fais pas de dessin, mais les enfants n'avaient pas le droit de voir Charles, donc n'ont pas pu voir leur petit frère pendant jusqu'à ce qu'il ait 1 mois de vie. Voilà, c'était une petite bataille. Mais du coup, dans vraiment ces moments qui n'étaient pas faciles, parce que c'était des allers-retours. Benoît, toi, tu étais à la maison, tu travaillais, tu t'occupais des enfants, et moi, j'étais tout le temps à l'hôpital. Enfin, c'était vraiment complètement brinque-ballant comme rythme, en sachant sincèrement qu'on ne savait pas où on allait, puisque la prise en charge n'était pas lancée. Arthrogrypose, on a googlisé ça comme tout parent ignorant. Donc vraiment, on ne savait pas du tout à quelle sauce on allait être mangé. Et je me souviens, je pense que je les ai gardés, mais je pense qu'on a eu des échanges de messages lunaires. ça a duré plusieurs fois. Où en fait, on a cherché à s'évader en fait, du contexte où on était, où franchement, on pourrait dire que c'était vraiment pas drôle. Et à chaque fois, on s'est replongé dans nos années, on était fous amoureux. Bon, oui, on l'est, mais encore,
avec les papillons dans le ventre. Enfin, pareil, vous savez ce que c'est. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais à chaque fois, on se replongeait dans ces années-là où on était. Oui, voilà, c'était l'insouciance totale. On était étudiants fauchés à Paris. Et donc, on se retrouvait, on passait au-dessus des grilles du Jardin du Luxembourg le soir. Et on se prévoyait notre petit pique-nique préchauffé. Et on pique-niquait avec les pieds sous la neige. Enfin bref, il y avait un peu de romantisme. Mais voilà, c'était des beaux souvenirs, voilà, de ces années d'attente aussi, où voilà, pareil, c'était pas évident d'attendre et de s'attendre. Et finalement, c'est vraiment toutes ces années où on a été même pas encore fiancés, qui en fait, comme tu parlais du rock, enfin des fondations, c'est vraiment ce qui aujourd'hui, quand les choses sont difficiles, on se replonge dans ce sable, quoi, mouvant du début. Qui est pour nous notre rock. Vous avez parlé de votre quotidien. Est-ce que actuellement vous avez un quotidien assez effréné par vos travails respectifs? Comment vous arrivez à prendre du temps de pause pour vous ressourcer spirituellement et même en tant que couple? Alors, je vais répondre à la question, mais je vais rebondir aussi à la précédente. Tout à l'heure, tu parlais le monde, voilà. En fait, on est dans une telle frénésie quotidienne qu'on n'a pas vraiment le temps de s'inquiéter, même si peut-être qu'il le faudrait un peu plus, des drames. Et oui, il y en a qui se produisent dans le monde. Voilà, c'est vrai qu'on est particulièrement occupé. Et pour revenir donc à ta question, alors tu peux répéter la question. Il n'y a pas de souci. Comment arrivez-vous à prendre parfois des temps de pause pour vous ressourcer spirituellement et en couple? Merci, pardon. En fait, c'est profiter de chaque instant. Pardon. Profiter de chaque instant qui nous est donné pour goûter un instant ensemble. L'instant n'a pas besoin forcément d'être long, mais il est précieux. Moi, par exemple, autant que possible, je rentre tous les midis à la maison pour que l'on puisse déjeuner ensemble. Alors les enfants déjeunent aussi à la maison avant de les raccompagner, mais il y a un petit quart d'heure où on peut s'asseoir et prendre un café ensemble. Et là, c'est un moment doux d'échange voilà, qu'on peut partager ensemble. Et puis, il y a aussi même des moments partagés où on est affairé. Alors, le soir, souvent, on travaille. Tous les soirs, tu veux dire. Tous les soirs, voilà. Et on est l'un à côté de l'autre et en fait on écoute de la musique et on passe un bon moment, quoi. C'est vraiment goûter chaque instant partagé. Et donc on a déjà parlé aussi plusieurs fois des équipes Notre-Dame ensemble. Et c'est vrai qu'on on a un point concret d'effort particulier qui nous tient à cœur, c'est la prière en couple. Et c'est vrai que c'est vraiment un temps où le Seigneur nous attend. Et que peut-être parfois on n'est pas forcément suffisamment au rendez-vous, mais de toute façon c'est un effort sans cesse renouvelé, tous ces points concrets d'effort, mais voilà, que l'on arrive tout de même à prendre. C'est un rendez-vous qui vraiment nous ressource en profondeur, tous deux et également personnellement. En fait, avec 5 enfants et un métier bien rempli l'un pour l'autre, il ne faut pas attendre de pouvoir partir 10 jours aux Bahamas. Enfin, déjà, moi, sur le papier, ça ne me donne pas très envie comme ça, mais en fait, ça n'arrivera jamais, de fait, parce que voilà, confier 5 enfants, c'est pas évident, qui plus est avec Charles. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que finalement, dans chaque journée, on peut très facilement trouver un moment à deux. Pas besoin que ce soit toute une soirée, si, on en fait quand même. Mais même 20 minutes, c'est très bien. Mais il faut que ce soit presque quotidien même. Il faut ranger les portables aussi. Il faut ranger les portables, oui. On s'est connus, le WhatsApp n'existait pas. Ça change quelque chose. Je pense que... Non, mais sincèrement, je pense que ça a vraiment... ça nous a beaucoup porté à l'époque. À l'époque, c'est horrible de dire ça. On avait un portable pour envoyer des messages qui étaient payants. Vous n'avez pas connu ça, vous? Et on ne pouvait pas envoyer de photos.
Et les appels étaient payants. Et il fallait pas que ça dure trop longtemps. Il y avait 100 mégaoctets Oui, c'est ça. de capacité de messages ou d'internet ou voilà. Ouais, Donc c'est t'as ça. vite En fait, fait, on n'allait pas sur tu Internet. les as vite donc déjà, dépensés quoi. ouais, on n'allait pas sur Internet tout court. Donc finalement, en fait, le portable, il servait à rien. Et donc, en fait, on s'écrivait en fait, avec Benoît. On s'est beaucoup écrit. Des lettres. On a été des bons clients chez La Poste. Et au-delà de ça, on s'écrivait aussi des carnets aussi. Ça peut paraître un peu fleur bleue, mais je peux vous garantir que c'est des trésors aujourd'hui qu'on garde comme la prunelle de nos yeux aujourd'hui. Ce gros carton rempli de carnets qu'on s'échangeait à chaque vacances ou quand on se voyait. Et en fait, il y a vraiment une différence entre le côté instantané d'un message et cette lettre que vous allez relire, peut-être réécrire, etc., qui va avoir le temps d'être envoyée à l'autre, qui va la lire, qui va la relire, et puis il va répondre. Voilà, c'est cette notion du temps qui, je pense aussi, n'est pas pour rien dans notre construction de couple. Oui, et puis lorsqu'on se connaît que peu et du haut de nos 16 ans, quand on commence à voilà, s'échanger des carnets, c'est vrai que chaque phrase est pesée. C'est sûr qu'on a envie voilà, que chaque mot soit bien à sa place et donc ça oblige quelque part à prendre du recul, à une introspection et à exprimer son amour et voilà, son affection avec le plus grand soin et puis et une vraie conscience profonde. Et donc effectivement, c'est vraiment ce qui est très, très précieux pour nous. Hélène, vous êtes illustratrice, enfin, c'est votre métier. Comment au quotidien, dans vos créations, dans ce que vous confectionnez, votre vision du monde ou votre foi peut impacter votre façon d'illustrer, de travailler au quotidien? Question difficile. En fait, j'ai pas l'intention d'évangéliser par le dessin. Enfin, si en base arrière, mais je pense surtout qu'on a tous ici-bas une mission que de chercher et de donner le beau. Je pense qu'on a tous à voilà, porter cette mission. Et forcément, cette mission, quand on cherche le beau, en général, on trouve Dieu. Donc c'est pour moi vraiment un objectif et un désir profond et de tout mon cœur que de mettre, surtout de chercher le beau à travers le dessin, en essayant toujours de progresser, de se former et d'apprendre des autres, pour pouvoir ensuite le donner et le partager. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime dans mon métier. Et voilà, et j'ai la chance de petit à petit travailler avec différents corps de métier. Donc ça ne s'arrête pas au papier. Donc ça va du textile jusqu'à l'or. Donc il faut s'émerveiller, être un peu contemplatif et s'émerveiller de la vie et du beau et de transmettre ça à travers le dessin. Du moins, c'est ce que je souhaite. Alors, en parlant de la vie et du beau, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter qu'est-ce que la journée type chez vous? Vous avez vraiment envie? Oui, on a envie, on a tous envie. Hein. Alors, ça va vous fatiguer d'avance. Elle commence à 7h. Pour moi. Ça dépend les jours, mais elle commence à 7h15 pour moi. 7h45. Voilà. T'exagères. Et donc, on lève ce petit monde et nous levons ce petit monde pour les apprêter pour l'école qui se trouve à proximité de la maison. Et donc, je les conduis. Je les conduis donc à l'école. Voilà.
Ça vous intéresse toujours? C'est communément, enfin, il n'y a rien de plus normal en fait, hein. Et donc, je rentre voilà, à la maison. Et j'ai encore 5 minutes pour prendre un petit café avec Hélène. Voilà. Donc ça, c'est quand même le petit moment sympa. Et alors, c'est ma journée là pour le moment, mais je prends ma bicyclette pour partir au travail. Et là, ta journée... Elle n'a pas commencé. Elle a commencé. Ah, vas-y. Alors, moi, je me lève à 7 heures pendant que la maison dort. Et voilà, il faut lever tout ce petit monde, comme tu dis, donc les tout petits, les changer, les habiller, etc. Les grandes, les secouer, les motiver à prendre leur douche aussi, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, petit déjeuner, tu les emmènes à l'école, voilà. Et petit café, tu pars. Je dépose mon petit dernier chez notre voisine pour la matinée. Et moi, je fais cantine à la maison tous les midis, donc... Voilà, donc j'ai tous les enfants qui reviennent tous les jours le midi à la maison parce que Charles, avec sa pathologie, ne peut pas manger à la cantine. Voilà, donc enfin, si, il pourrait, mais on n'a pas, malgré de nombreux dossiers, nous n'avons pas obtenu l'accord d'avoir quelqu'un qui l'accompagne. Donc voilà, tant qu'à faire, qu'il soit 1, 10 ou 50, c'est du pareil au même. Donc voilà, donc je prépare le déjeuner et je travaille le matin aussi. Et après, tout le monde rentre pour le midi. Et ensuite, on ramène tout le monde. C'est moi qui les amène à l'école, Voilà. encore. Parce que je rentre le midi et je les amène. Donc, tu vois, Oui. une juste répartition des tâches. Ensuite, c'est la sieste de notre petit dernier à la maison. Et moi, je travaille pendant toute la sieste. Et ensuite, il faut déjà aller chercher tout le monde à l'école à 16h15. On récupère tout le monde, goûter. Puis là, c'est les activités des grands, etc., conservatoire ou autres. Et ensuite, c'est la même chose, les devoirs, faire dîner tout le monde, coucher tout le monde. Et là, hop, nouvelle journée, travail pour moi et pour toi aussi à côté. Donc après, effectivement, la journée plutôt du notaire, c'est la deuxième journée de travail. Donc aux côtés d'Hélène, où on fait la comptabilité, la gestion du site de la boutique en ligne, l'aspect juridique quand il y a des choses à faire. Et donc, tout ce qui est stock, voilà, il y a toujours plein de choses à faire pour la boutique en ligne. Donc, on ne s'ennuie pas, mais on s'amuse bien. Mais des fois, je vais faire du vélo. Parfois, je fais du vélo le soir dans la cave. Alors, je ne sais pas s'il y a des adeptes de cyclisme. Voilà, il y en a un là-haut. En compétition. Je ne sais pas si Zwift, ça va te parler. Voilà, donc moi, donc donc il n'y en a pas beaucoup, c'est une espèce rare, mais voilà, je suis un mordu et donc je fais du vélo en compétition, donc il y a une part importante de cyclisme également au quotidien. Ça, vous n'êtes pas trop fatigué? Écrire un livre, c'est une aventure en soi, un voyage souvent dans les souvenirs, dans les émotions, dans les leçons aussi qu'on a pu tirer du passé. Comment avez-vous eu le déclic d'écrire ce livre et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre livre, Charles, Quand l'amour déborde? Alors, c'est notre éditeur qui nous a poussé à écrire. En fait, on était à milieu d'imaginer écrire. Surtout à ce moment-là, Charles avait 1 an, 2 ans, oui. On avait la tête dans le guidon. On n'aurait jamais imaginé comme ça se dire, tiens, on va écrire. Même si on s'était toujours dit, un jour, on écrira. Et là, les éditions MAM, en fait, m'ont contacté pour me demander d'écrire à travers les partages que je faisais sur mon compte Instagram l'histoire de Charles. Et du coup, je leur ai dit, moi, je veux bien, mais j'aimerais qu'on puisse écrire en couple. Parce que des témoignages de maman, il y en a des millions. Des témoignages de couples et de parents et de pères, il y en a très, très peu. Donc, ils ont accepté. Et donc, voilà, on a commencé à écrire. Ce fut long et laborieux, puisque c'est pas facile. C'est aussi coucher sur le papier beaucoup d'émotions. C'était souvent encore à chaud pour certains sujets. Donc, il a fallu aseptiser certains aspects.
parce que le but de ce livre n'est absolument pas de, comme je disais, rendre des comptes et de donner des leçons. Surtout pas donner des leçons. C'est juste, comme je disais, rendre compte et témoigner. Et donc, ça nous a pris 2 ans en tout, si on peut compter le début jusqu'à la fin. Et j'ai illustré aussi ce livre, donc il y avait aussi cet aspect-là. Mais ça a été un très très beau temps de travail à 2, puisqu'on s'est replongé dans ce fameux carton de livres, de carnet, qu'on a épluché, des lettres aussi, qu'on a avec pudiquement partagé, sur pas toutes, mais quelques bribes. Et sinon, le livre est beaucoup plus que 120 pages. Et voilà, ça a été un très, très beau moment à 2 que de se replonger dans toutes ces émotions. Et ce qui nous émeut encore plus aujourd'hui, c'est qu'on a nos aînés qui sont très curieuses de ce livre et qui commencent à le lire. Alors, je vous laisse imaginer l'émotion pour nous. Avant de finir ce temps de questions-réponses et de laisser la parole au public, quel message voudriez-vous passer à des jeunes de 20 ans et quels seraient vos conseils pour appréhender la vie et l'avenir ? Bon, déjà, pas une seule histoire se ressemble. Voilà. On n'a pas besoin de faire comme les autres. Croire en l'amour, avec un grand A. Et y croire avec tout ce qu'il a de précieux et le chérir comme un trésor. Et c'est pas moi qui l'ai dit, mais n'ayez pas peur. C'est tout, je crois. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez pris pour nous. Maintenant, si vous, dans le public, vous avez des questions, on peut vous laisser la parole. Vas-y, merci. Oui, sans vouloir te couper. Non, mais en fait, quand Charles est né, comme on ne savait pas nous-mêmes de quoi il s'agissait, on n'a pas voulu dire, voilà, il aura un handicap, parce qu'en fait, alors, même si on savait que quelque chose, il y aurait quelque chose, on n'a pas voulu poser un mot auprès de nos enfants. Donc, handicap à leur âge, ça voulait rien dire. Donc dire il est malade, c'est encore pire dans les yeux d'un enfant. Donc on a fait ce choix que de ne rien dire. Pas comme si on voulait cacher quelque chose, mais en fait les laisser découvrir aussi leur petit frère comme leur petit frère et de se faire à l'idée de tel qu'il sera sans poser des mots. Et finalement, est-ce qu'un jour, on a eu une discussion avec elle concrète en disant, voilà, ton petit frère, il est comme ça? Je crois pas. Non, elles se sont rendues compte petit à petit, elles-mêmes, très rapidement, que oui, il y avait des différences et qu'il fallait l'aider. Voilà. Et donc, très naturellement et très spontanément, petit à petit, elles ont compris que Charles avait cette différence qui le rendait aussi vulnérable et attachant. Voilà. Et oui, en fait, on a eu très souvent des pourquoi il est comme ça, etc. Mais en fait, tu expliques, lui, il a ses petites mains comme ça, elles sont un peu tordues. Et je sais que notre deuxième, elle a dit qu'elle était amoureuse de ses petites mains. Enfin voilà, c'est la différence les émeut, quoi. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas eu le sentiment de devoir poser des mots parce que finalement, c'est elles-mêmes qui les ont posés. Donc,
Et là, comme Charles est à l'école, il est entouré de plein de camarades, etc. Et donc les filles, elles ont souvent des questions, mais pourquoi il est comme ça, pourquoi il est machin, machin. Et puis, alors Joséphine, un peu pâteau, dit bah, parce qu'il est handicapé. Voilà, comme ça, démerde-toi avec ça. mais en fait, voilà, c'est comme ça. T'étais gauchère, bah voilà, lui il est droitier. Enfin voilà, en gros, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Euh, euh, je crois que la meilleure avancée qu'on a pu faire, c'est lorsqu'on était en vacances pendant 2 semaines dans les montagnes du côté de Saint-Gervais. Et là, il y a eu 2 semaines un peu isolées où on a pu bien avancer. Mais j'avoue qu'après, après avoir laissé, parce que le rythme de la vie reprend, en fait, il fallait à chaque fois se replonger dans l'écriture. Et c'est vrai que euh, donc c'était à chaque fois par bond. Hein, donc, ou de moments où il fallait se concentrer pour réussir voilà, à écrire beaucoup d'un coup. Donc, ça a été plusieurs des sauts de puce, quoi. Voilà. Oui, ça a été haché. Et après, de mon côté, pendant l'hospitalisation de Charles, j'avais beaucoup écrit pendant les nuits, etc., avec ça à faire. Et donc, j'ai beaucoup récupéré justement ces bribes que j'avais écrites maladroitement sur mon téléphone, donc qui étaient vraiment imprégnées aussi de, comment dire, de l'émotion du moment. Oui, c'est une bonne question. Ben, Charles, il est aujourd'hui en moyenne section et donc au quotidien, il est accompagné par une AESH, donc bon, une personne Je sais pas ce que ça veut dire. voilà, qui l'accompagne. Il y a beaucoup de donc il l'accompagne au quotidien et qui est en permanence. C'est une employée de l'école, hein, qui est attachée exclusivement à Charles en permanence. Et, euh, et Charles, donc, Hélène l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, il marche, mais effectivement, il a besoin d'aide, par exemple, pour porter les aliments à la bouche, enfin, voilà, au quotidien, même s'il trouve plein d'astuces. Enfin, chaque jour, il trouve des astuces et puis il progresse dans la motricité fine pour parvenir à faire ce que les autres font. Euh, Tu veux montrer comment il boit de l'eau? oui, alors il boit de l'eau, donc il a. Il y a un verre. Il y a un verre. Ah oui, il y a un verre. Ah oui. Ah bah. Ouais, c'est pas très élégant, hein, mais bah, c'est sûr que oui, on se dit bon, plus tard quand il sera grand, j'espère qu'il va trouver. Attends, avant de commencer, vous feriez comment, vous, sans bras? Ah bah non, mais là c'est. Exactement. Tu mets le gobelet dedans, oui. Ah bah oui, non, mais il fait comme ça. Oui. C'est impressionnant. Bon voilà. Mais donc effectivement, si demain on lui met un verre À vin, donc en société plus tard, bon, il se débrouillera. Et puis comme Charles en plus il est très drôle et plein d'humour, et ben en fait peut-être qu'il en rira et il fera rire les autres avec beaucoup de légèreté de cette situation. Et puis on passera à autre chose. Donc alors peut-être qu'à l'adolescence ce sera moins facile, mais je suis sûr que bon il saura. Passer outre et puis finalement réussir c'est vrai que c'est dépasser ça. c'est la petite particularité. Enfin, Charles, il est atteint physiquement, mais il a toute sa tête et parfois un peu trop. Et je pense que c'est quelque chose qui va le rattraper parce que là, il a 4 ans. Je pense qu'il commence à comprendre des choses. Par exemple, pas plus tard qu'hier, il m'a dit, Justine, donc ça c'est son AESH, elle est là pour m'aider. Donc il a parfaitement conscience qu'il a besoin de quelqu'un. Après, je ne sais pas s'il mesure le côté irréversible de la chose, mais c'est assez intéressant de voir comment aussi, dans sa capacité intellectuelle, il percute aussi son handicap. Et je pense que, comme tu disais, l'humour va énormément l'aider. Oui, alors mais c'est vrai que quand même, là il a 4 ans, donc il commence vraiment à avoir conscience petit à petit des choses. Et c'est vrai que c'est une étape qui est peu évidente, même qui nous touche quoi, en tant que parents.
Là, tu m'as dit tout à l'heure, il t'a dit j'ai pas de force, voilà, j'ai pas de force. Donc ça nous touche, quoi. C'est vrai que ça brise le cœur, son enfant qui dit je n'ai pas de force, parce il a du mal à courir. Enfin, il aimerait courir, quoi, comme son petit frère qui a 2 ans et qui gambade, voilà. Et donc, ça nous touche. Ou encore, c'est vrai il a une attelle au quotidien au pied, ce qui l'empêche d'avoir. Enfin, donc il a des chaussures adaptées et donc, tous ses camarades à l'école ont des chaussons. Alors, c'est bête, mais donc il a réalisé il y a peu là qu'il il nous a dit pourquoi j'ai pas de chaussons. Et lui a dit pour mettre la telle. Et puis, je pense qu'il a réalisé qu'il ne pourrait pas porter de chaussons comme les autres. Et là, il nous a regardés. Et puis, il a éclaté en sanglots. Et là, ça nous fend le cœur, quoi. Et petit chou, quoi. Et donc, du coup, on a enlevé la telle et on lui a mis des chaussons. Et tant pis si la kiné, etc., n'est pas contente. Et voilà. Charles II, le retour. Je pense qu'on lui laissera la plume surtout. En fait, on a... Alors, oui, désolé, mais on a eu l'occasion de rencontrer, parce que c'est une pathologie qui est quand même assez rare, mais il y a une association qui existe et qui nous a permis de faire une rencontre en octobre dernier, c'est ça, octobre-novembre dernier, avec d'autres personnes touchées par cette même pathologie. Et donc ça a été un moment absolument incroyable. Parce qu'en fait, de tous âges, on a rencontré des personnes qui étaient touchées alors différemment, mais globalement, on retrouvait quand même des similarités par le même handicap. Donc, ça a été vraiment un moment très riche et très joyeux. Et puis, ce qui nous a marqué, c'est que lorsque on était au fond du trou et qu'on avait, on venait d'apprendre que Charles avait l'arthrogrypose, on avait eu au téléphone le fils des présidents de l'association qui a particulièrement des similarités très proches avec Charles. Et donc, il nous avait dit très détendu. Il a votre âge. Voilà, oui, il nous a dit très détendu. En fait, c'est pas. Enfin, moi. C'est vous qui êtes différent, pas moi. Voilà, merci. Et donc, quelque part, en fait, il dédramatisait complètement la situation. Là, il nous a parlé un petit peu de ce qu'il faisait, de ses passions. Il est DJ à Versailles, voilà. Et voilà, donc Jean-Luc, qu'on a pu rencontrer à cette occasion. Et, DJ Jean-Luc. Et donc, qui buvait son verre de bière, voilà, comme Charles aujourd'hui le boit. Donc, au final, donc on a passé c'était très joyeux. Et puis, et ça nous donne beaucoup, voilà, d'espoir et de légèreté, mais en tout cas d'espérance, en tout cas pour la suite. Hein. Et alors, oui, il y avait une question. Vas-y. Ouais, c'est hyper difficile parce que de fait, il peut pas faire comme les autres. Et en fait, le laisser courir et d'étaler comme les autres, c'est prendre le risque qu'il se casse la figure et qu'on finisse aux urgences et qu'on régresse de 6 mois de rééducation. Donc, ce qui est arrivé 5 fois, il s'est fracturé 5 fois le bras. Donc, voilà, c'est à chaque fois en voulant faire comme les autres. Et donc, en fait, c'est toujours pour nous très dur en tant que parents de toujours le freiner, en fait, dans ses désirs, en fait, de faire comme les autres. Donc c'est fais attention, tu sais que tu peux pas, tu peux pas en fait, toi tu peux pas te permettre ça. Donc c'est vrai que c'est frustrant. Le cas des chaussons c'en est un. Après à charge pour nous voilà de trouver des négociations. On est sur le terrain de négociation et tous les soirs c'est la même chose parce qu'il a aussi des attelles aux mains parce que voilà Charles il a vraiment les mains comme ça. Donc le but c'est vraiment au fur et à mesure ce sera jamais d'équerre mais voilà d'assouplir son poignet.
Et c'est toujours une bataille. Tous les soirs, c'est une bataille. Je veux pas. J'ai pas envie, ça me fait mal, ça m'énerve, ça me saoule, je peux pas jouer. Donc c'est ok, bon bah ce soir c'est une, et puis l'autre soir c'est l'autre. Et puis on sent quand il est trop crevé, bah tant pis, on laisse tomber. C'est une fête à la maison, et ben on les enlève. Donc c'est voilà, c'est toujours c'est de la négociation, et en même temps lui faire comprendre que bah, si on ne le fait pas, bah, ça lui permettra pas plus tard de faire autre chose. Là typiquement, si demain il veut pouvoir écrire comme vous et moi, avec une main comme ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, c'est lui dire aussi que tout ce qu'on fait pour lui, c'est pas pour le saouler, c'est vraiment pour que plus tard, il puisse voilà, faire autant que possible, comme ses frères et sœurs, comme ses camarades, comme son meilleur ami. Mais de toute façon, la frustration, de fait, fera toujours partie de sa vie. Parce que de fait, je pense qu'il sera jamais un champion d'haltérophilie. Enfin, je crois pas. Je pense pas. Donc, voilà, c'est transposer la frustration en compensation. Voilà, ça c'est vraiment notre rôle de parents. Ça peut être éreintant, mais c'est aussi passionnant. Alors déjà, le titre, c'est pas nous qui l'avons choisi. Ça, c'est aussi un saut dans le monde de l'édition, c'est que vous ne choisissez ni la couverture, non, c'est pas celle-là, ni le titre. Ça ne vous appartient pas. Donc je pense que nous, on n'aurait jamais déjà mis une photo de notre famille. J'aurais plutôt mis un dessin et j'aurais jamais peut-être mis le prénom Charles pour lui. Voilà. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pour revenir à ta question, en fait, Charles, mais je pense que c'est le cas de tous ces enfants et adultes aussi, qui sont porteurs voilà, d'une différence, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, dans notre famille, nous on le voit avec Charles, c'est des enfants qui vont... c'est très difficile de le verbaliser, mais alors il y en a qui disent c'est un petit truc en plus, comme le film, mais on sent que dans leur âme, mais dans leur cœur et aussi dans leur regard, il y a une intelligence de l'amour qui est extrêmement supérieure à la nôtre. C'est très difficile à expliquer comme ça, mais Charles, alors qu'il était même tout petit, il était parfaitement capable de scanner la personne qui était devant lui. Donc, il cernait le cœur des gens. Et ça, moi, ça m'a bouleversée depuis. Enfin, ça me bouleverse encore aujourd'hui. Il était capable de plonger son regard dans la personne qui était en face de lui et de le désarmer, littéralement. Et ça, on l'a vraiment vu tous les deux. De voir ces personnes qui étaient, enfin pas transformées, c'est un peu bizarre, mais enfin voilà, le cœur était dilaté à son contact, et c'est vraiment ça en fait. Il a un côté, je sais pas comment dire, aimant, voilà, Charles, à travers le regard, et on le sent dans ses camarades de classe, on le sent dans tous ses accompagnants, dans tous ses soignants. En fait, il y a quelque chose qui vraiment transperce et qui, en tout cas, nous bouleverse. De l'extérieur, effectivement, ce qui peut paraître une épreuve est à nos yeux une grande chance. C'est cycliste, là, c'est moi qui réponds. Du coup, je ne sais pas quoi répondre. C'est une très bonne question que tu poses. C'est très difficile, en fait, de se projeter et de répondre à cette question, parce que, tu vois, nous, on s'était, entre guillemets, préparé à ce que Charles, il marche jamais. Donc, en fait, quand tu fais ça, tu fermes déjà plein de cases. Enfin, tu vois, tu te dis, bon, bah, de toute façon, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, machin. Et en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter. Est-ce que Charles, il sera en capacité d'écrire? Est-ce qu'il sera en capacité de faire plein de choses, telle ou telle activité, du sport, etc. J'ai pas la réponse. On n'a pas la réponse. En fait, on ne l'a pas depuis le début, et à chaque, on se laisse surprendre en faisant de notre mieux pour que il puisse faire le maximum de choses possibles. Mais
finalement, quelque part, c'est une sorte de devoir d'imprévoyance, quoi, en fait, où on se laisse surprendre par ce qu'il adviendra et en faisant de notre mieux. Mais par contre, les angoisses sont quand même bien présentes parce que de fait, Charles il tombe, c'est des mois de rééducation qui tombent par terre, il faut recommencer à zéro. Souvent, c'est des fractures déplacées, donc il perd aussi de la longueur de bras. Enfin, c'est beaucoup d'angoisse. Enfin, moi en tout cas, enfin, si toi aussi, mais à toute chute pour lui. Donc c'est vraiment de faire les autres, finalement, c'est le danger, quoi. On lui fonce dessus, ou en fait, il y a une fatigabilité qui est intense pour ce type d'enfant parce qu'il passe son temps à compenser tous ses gestes. Donc c'est énormément de fatigue que lui, en fait, va pas forcément avoir conscience. Donc en fait, oui, l'angoisse, c'est toujours qui se casse la figure, quoi. Pas de questions, Sixte? Ok. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir livré ce témoignage, un bout de votre histoire et d'avoir pu un peu connaître Charles par votre parole. Deux petites informations pour vous. On organise une conférence le 27 mars sur comment gérer son argent quand on est riche avec... et quand on est chrétien et catho, avec Guylain Lafont. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est le cofondateur du Fonds de la vie du bien commun. J'ai peut-être échangé deux mots. Rendez-vous le 7 avril avec le père Gaspard Craplet qui nous donnera une conférence sur son bouquin qui vient de sortir sur vivre, aimer. Enfin bref, voilà. Merci beaucoup pour votre accueil. Oui, merci beaucoup. Plaisir. Et aussi, vous pouvez commander leurs livres sur votre site Instagram. Non, pas sur le site, mais en fait partout, en fait, Fnac, Amazon, la Procure, partout. Voilà. Charles, quand l'amour déborde. C'est pas et l'amour débordant, mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil chez nous, on ne décide pas. Oui, c'est vrai en plus. On vous propose de dire une petite prière et de confier notre soirée à la Vierge Marie. Maranatha. Ah oui, c'est Blandine, la présidente d'Ictus.